La première fois que mon petit-fils a parlé, il m'a dit de ne pas boire le thé. Un garçon diagnostiqué comme muet depuis sa naissance, qui n'avait jamais prononcé un seul mot en 9 ans de vie, m'a regardé directement dans les yeux et a murmuré avec une clarté effrayante que je ne devais pas toucher à cette tasse que sa mère avait spécialement préparée pour moi. À cet instant, alors que je tenais la porcelaine encore chaude entre mes mains tremblantes, j'ai réalisé 2 choses en même temps. Mon petit-fils n'a jamais été muet et quelqu'un de très proche voulait me voir morte. Mon fils et ma belle-fille venaient de sortir par la porte de mon appartement, portant des valises pour une croisière d'1 semaine en Méditerranée. Je pouvais encore entendre le bruit des talons de Céline descendant les escaliers de l'immeuble quand Théo, mon petit-fils aux yeux bleus et aux cheveux blonds, a cessé de se balancer sur le canapé du salon, a tourné son visage vers moi et a parlé. Simplement parler. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La tasse de thé était sur la table basse, fumante. Céline avait insisté pour que je le boive dès leur départ, disant que c'était un mélange spécial d'herbes qui aiderait mes douleurs articulaires. Elle avait été si attentionnée en le préparant, si minutieuse en le versant dans la tasse en porcelaine blanche aux fleurs bleues que j'avais reçue de mon défunt mari. Maintenant, cette même tasse semblait contenir du poison. Je m'appelle Geneviève Marchand et je vis seule dans un appartement de 2 chambres à Nantes, dans le quartier de l'île de Nantes, près de la Loire. Ma fenêtre de cuisine donne sur le fleuve et, les jours ensoleillés, je peux voir les mouettes voler bas au-dessus de l'eau. Je suis veuve depuis 4 ans, depuis quand mon mari Philippe est mort d'une crise cardiaque foudroyante alors qu'il arrosait les pots de géranium sur notre petit balcon. Depuis, ma vie s'est résumée à une routine silencieuse de rendez-vous médicaux, de courses au marché du quartier et de visites occasionnelles de mon fils unique Julien, de sa femme Céline et de mon petit-fils Théo. Théo est né par un matin froid de décembre. Et dès le premier jour, les médecins ont remarqué que quelque chose était différent. Il n'a pas pleuré à la naissance. Il n'a émis aucun son. Dans les mois suivants, alors que d'autres bébés commençaient à babiller, Théo restait complètement silencieux. Les consultations avec des spécialistes se sont multipliées. Neurologues, orthophonistes, otorino-laryngologistes. Tous sont arrivés à la même conclusion. Théo avait une condition rare qui affectait sa capacité à parler. Céline a beaucoup pleuré à cette époque. Et moi, en tant que grand-mère, j'ai fait de mon mieux pour soutenir mon fils et ma belle-fille pendant cette période difficile. J'ai même appris un peu de langage des signes pour mieux communiquer avec mon petit-fils. Mais maintenant, ce samedi de mars, avec l'appartement plongé dans le silence interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne au mur du salon, Théo parlait. Sa voix était fine, délicate, mais parfaitement articulée. Il ne bégayait pas. Il n'hésitait pas. Il parlait comme n'importe quel enfant de 9 ans parlerait. Je suis restée paralysée sur le canapé, incapable de traiter ce qui se passait. Théo s'est approché de moi, ses petits pas prudents sur le tapis persan usé qui couvre le sol du salon. Il a posé sa petite main sur la mienne et a répété, cette fois avec plus d'urgence dans la voix, que je ne devais pas boire ce thé. Que sa mère préparait quelque chose de très mauvais, que j'étais en danger. Mon esprit tournait en rond, essayant de trouver une explication logique. Était-il possible que tous les médecins se soient trompés? Que Théo ait toujours eu la capacité de parler et ait simplement choisi de ne pas le faire? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre qui se passait ici, quelque chose qui allait bien au-delà d'un diagnostic médical erroné? J'ai regardé la tasse de thé. La vapeur montait encore en spirale paresseuse. L'arôme de camomille et de menthe remplissait l'air. Cela semblait si inoffensif, si réconfortant. Mais les mots de mon petit-fils résonnaient dans ma tête comme une alarme impossible à ignorer. Je me suis levée du canapé avec précaution, mes jambes faibles tremblant sous le poids de l'âge et du choc. J'ai pris la tasse et j'ai marché jusqu'à la cuisine, Théo me suivant comme une ombre silencieuse. J'ai versé tout le contenu dans l'évier, regardant le liquide doré disparaître dans la canalisation. Théo a soupiré de soulagement et, pour la première fois depuis qu'il avait parlé, il m'a souri. Un sourire triste, chargé d'une connaissance qu'aucun enfant ne devrait avoir. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine et j'ai tiré Théo près de moi. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. J'avais besoin de savoir depuis combien de temps il pouvait parler, pourquoi il avait caché cela à tout le monde et surtout ce qu'il savait des plans de sa mère. Mais avant que je puisse poser la moindre question,
Théo a mis son index sur ses lèvres, demandant le silence. Il a pointé vers le salon, où je gardais mon téléphone fixe sur une petite table à côté du canapé. Avec des mouvements lents et calculés, Théo m'a conduite jusqu'au téléphone. Il a pris l'appareil et, avec une dextérité surprenante pour un enfant de son âge, il a retiré le couvercle arrière. Là, à l'intérieur, fixé avec du ruban adhésif, il y avait un petit dispositif noir que je n'avais jamais vu auparavant. Un microphone. Quelqu'un m'écoutait. Le sang s'est glacé dans mes veines. Théo a remis le couvercle du téléphone avec précaution et m'a tiré vers la chambre d'amis, la pièce la plus éloignée du salon. Il a fermé la porte et finalement, à voix basse, il a commencé à tout me raconter. Il m'a dit qu'il n'avait jamais été muet, que depuis tout petit, sa mère lui avait appris à faire semblant, menaçant de faire des choses terribles à moi et à son père s'il parlait un jour devant d'autres personnes. Il m'a dit que Céline planifiait ma mort depuis des mois, attendant le bon moment pour exécuter son plan. Il m'a dit qu'elle avait mis quelque chose dans le thé, quelque chose qui ferait croire que j'étais morte de cause naturelle, d'une crise cardiaque comme mon mari, et que personne ne suspecterait rien. En écoutant ces révélations sortir de la bouche de mon petit-fils, j'ai senti mon monde s'effondrer. La femme que j'avais accueillie à bras ouverts dans ma famille, que je traitais comme une fille, pour qui je cuisinais le dimanche et que j'aidais avec des cadeaux de Noël, cette même femme voulait me voir morte. Mais pourquoi ? Qu'avais-je fait pour mériter tant de haine ? Théo m'a expliqué que tout était lié à l'argent et à l'héritage que je laisserais à ma mort. Céline avait découvert que mon appartement valait beaucoup plus qu'elle ne l'imaginait, surtout après que la région de l'île de Nantes ait commencé à se valoriser avec les nouveaux projets de revitalisation urbaine. Elle savait aussi que j'avais un livret d'épargne, des actions que mon mari avait achetées il y a des années, et qui valaient maintenant une petite fortune. Céline ne voulait pas attendre. Elle ne voulait partager avec personne. Elle voulait tout pour elle, et elle le voulait maintenant. J'ai senti la nausée monter dans ma gorge. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Mon corps rejetant non seulement le petit déjeuner que j'avais pris plus tôt, mais la réalité elle-même qui m'était imposée. Théo est resté à l'extérieur de la porte, attendant patiemment, sa présence silencieuse maintenant chargée d'une signification complètement nouvelle. Quand j'ai finalement réussi à me ressaisir, je me suis lavé le visage dans le lavabo et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Une femme aux cheveux grisonnants, aux rides profondes autour des yeux, aux mains tachées par l'âge. Une femme qui avait toujours cru que sa plus grande richesse était sa famille. Et maintenant, je découvrais que cette même famille était prête à me tuer pour de l'argent. Vous qui m'écoutez maintenant, peut-être êtes-vous mère comme je l'ai été, ou grand-mère comme je le suis. Peut-être avez-vous aussi tout donné pour votre famille, renoncé à vos rêves pour voir les leurs se réaliser. Et si vous vous identifiez à cela, si mon histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous demande de laisser un commentaire me disant d'où vous regardez. Savoir que je ne suis pas seule dans cette douleur me donne la force de continuer à raconter ce qui s'est passé. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne pour suivre le reste de cette histoire, car ce qui vient ensuite va vous montrer que même dans les situations les plus désespérées, il y a encore de l'espoir. Je suis retournée dans la chambre d'amis où Théo attendait. Je me suis assise sur le lit et j'ai serré mon petit-fils dans mes bras. Il s'est blotti contre moi et, pour la première fois en 9 ans, j'ai entendu sa voix murmurer à mon oreille qu'il m'aimait. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de mon mari. Mais ce n'était ni pas seulement des larmes de tristesse, c'était des larmes de colère, de trahison, et aussi d'une détermination croissante de ne pas me laisser être victime sans me battre. J'ai demandé à Théo comment il savait tout cela. Il m'a expliqué que Céline n'avait pas fait attention en parlant de ses plans quand elle pensait qu'il dormait, qu'elle parlait au téléphone avec quelqu'un, un homme que Théo ne connaissait pas, discutant des détails de la façon dont il ferait paraître ma mort naturelle, qu'elle avait acheté un type spécial de poison sur Internet, quelque chose qui causerait des symptômes identiques à une crise cardiaque et qui ne serait pas détecté lors d'une autopsie superficielle, qu'elle avait déjà choisi le salon funéraire et le cimetière où je serais enterré. Le niveau de planification était effrayant. Céline n'agissait pas par impulsion. Ce n'était pas une décision prise dans le feu de l'action. C'était prémédité, calculé, froid.
Et d'une certaine manière, cela rendait tout encore plus terrifiant. Théo m'a ensuite révélé quelque chose qui a brisé mon cœur en morceaux encore plus petits. Mon fils Julien savait. Peut-être pas tous les détails, peut-être pas le poison spécifique ou le moment exact, mais il savait que Céline avait des plans pour moi. Et il n'avait rien fait pour l'empêcher. Il avait choisi sa femme au lieu de sa mère. Il avait choisi l'argent au lieu de l'amour qu'il avait élevé. Cette révélation a été pire que de découvrir le poison. Une belle fille qui vous trahit est douloureux, mais un fils qui vous abandonne est une blessure qui ne peut pas cicatriser. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais tenu Julien dans mes bras quand il était bébé, aux nuits blanches quand il avait de la fièvre, aux sacrifices que j'avais faits pour lui donner une vie meilleure. Et à la fin, rien de tout cela n'avait d'importance. À la fin, je n'étais qu'un obstacle entre lui et une vie financièrement confortable. Théo a senti mon angoisse et a serré ma main plus fort. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus faire semblant, qu'il ne pouvait pas rester silencieux pendant que sa mère me faisait du mal, qu'il préférait affronter n'importe quelle conséquence plutôt que de laisser quelque chose de mal m'arriver. À ce moment-là, en regardant dans les yeux bleus de mon petit-fils, j'ai vu plus de courage et d'intégrité que j'en avais vu chez beaucoup d'adultes tout au long de ma vie. L'après-midi passait et le ciel dehors commençait à s'assombrir. Théo et moi sommes restés dans la chambre d'amis, planifiant quoi faire. Il m'a alerté que nous ne pourrions pas aller à la police immédiatement. Céline avait des contacts, des gens qui pourraient l'aider à s'échapper si elle savait que nous allions la dénoncer. Nous avions besoin de preuves concrètes. Nous devions la prendre en flagrant délit ou trouver des preuves irréfutables de son plan. Théo m'a parlé d'un cahier que Céline gardait caché dans le placard de sa chambre, un cahier où elle notait toutes les étapes de son plan. Il avait vu ce cahier plusieurs fois quand sa mère pensait qu'il était distrait avec des jouets. Si nous pouvions récupérer ce cahier, nous aurions la preuve dont nous avions besoin. Mais il y avait un problème. Céline et Julien reviendraient de la croisière dans exactement 1 semaine. Pendant ce temps, je devais être morte. Quand ils reviendraient et me trouveraient vivante, Céline saurait que quelque chose avait mal tourné. Elle pourrait détruire toutes les preuves. Elle pourrait réessayer, d'une manière différente, peut-être plus brutale. Nous devions agir vite et intelligemment. Ce soir-là, pendant que je préparais un dîner simple d'omelette et de salade pour Théo et moi, j'ai commencé à formuler un plan. Si Céline voulait me voir morte, alors c'est ce qu'elle verrait. Je simulerais ma propre mort. Je la laisserais penser que son plan avait fonctionné. Et pendant qu'elle se sentirait en sécurité et victorieuse, je rassemblerais toutes les preuves nécessaires pour la détruire. Théo a approuvé mon plan d'un hochement de tête sérieux, bien au-delà de la maturité que n'importe quel enfant de 9 ans devrait avoir. Nous avons fini de dîner en silence, chacun perdu dans ses propres pensées sombres. Ensuite, j'ai mis Théo au lit dans la chambre d'amis, chantant doucement la même berceuse que je chantais à Julien quand il était petit. Théo a fermé les yeux, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai vu un peu de paix sur son visage. Je suis restée éveillée toute la nuit, assise dans le fauteuil du salon, regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre. Nantes dormait tranquillement, ignorante du drame qui se déroulait dans mon appartement. J'ai pensé à Philippe, mon défunt mari, et à quel point il serait dévasté s'il savait ce que son propre fils faisait. Philippe aimait Julien inconditionnellement. Il a travaillé en double équipe à l'usine métallurgique pour payer son éducation. Il est mort en croyant qu'il avait élevé un homme de bien. Comment les choses en sont-elles arrivées là? À quel moment exact mon fils a-t-il perdu sa boussole morale? Était-ce quand il a rencontré Céline? Ou les graines de la cupidité étaient-elles déjà plantées en lui bien avant, attendant simplement le bon engrais pour pousser? Ces questions me tourmentaient, mais je n'avais pas de réponse. Peut-être que je n'en aurai jamais. Quand le premier rayon de soleil a commencé à éclaircir l'horizon, j'ai pris ma décision finale. Je ne serai plus la victime sans défense qu'ils attendaient. Je ne mourrai pas tranquillement et commodément pour faciliter leur vie. Je me battrai. Et j'utiliserai la seule arme que j'avais, la sous-estimation qu'ils avaient de moi. Ils pensaient que j'étais juste une vieille naïve et sentimentale. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils se trompaient. Le dimanche matin s'est levé avec un ciel gris perle typique de Nantes au début du printemps. Les mouettes criaient au-dessus de la Loire
et le parfum du pain frais de la boulangerie d'en bas montait jusqu'à mon appartement. Théo dormait encore dans la chambre d'amis, son visage d'ange reposant paisiblement sur l'oreiller blanc brodé que j'avais fait moi-même il y a des années. Je l'observais depuis le seuil de la porte, me demandant comment une si petite personne avait pu porter un tel fardeau pendant si longtemps. Ma première tâche était de trouver quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Quelqu'un qui pourrait m'aider sans poser trop de questions, du moins au début. Mon esprit s'est immédiatement tourné vers Margot Lefebvre, ma voisine du 5e étage. Margot et moi nous connaissions depuis 15 ans, depuis qu'elle avait emménagé dans l'immeuble avec son mari. Elle était infirmière à la retraite, une femme pragmatique et discrète qui avait vu suffisamment de choses dans sa carrière pour ne pas être facilement choquée. J'ai attendu que Théo se réveille et, après un petit déjeuner rapide de tartines beurrées avec de la confiture de fraises maison et un bol de chocolat chaud, je lui ai expliqué que nous allions rendre visite à Margot. Il a hoché la tête gravement, comprenant, sans que j'aie besoin de dire davantage, que chaque étape de notre plan nécessitait une exécution minutieuse. Nous avons descendu un étage et j'ai frappé à la porte de Margot. Elle a ouvert rapidement, ses cheveux gris noués en un chignon serré, ses lunettes à monture dorée perchées sur son nez. Son sourire s'est évanoui instantanément quand elle a vu mon visage. Les années de travail médical lui avaient appris à lire la détresse humaine dans les moindres détails. Margot nous a fait entrer sans un mot, fermant la porte derrière nous. Son appartement sentait la lavande et le citron, impeccablement propre comme toujours. Elle nous a conduits à sa cuisine, a préparé du thé et s'est assise en face de moi, attendant que je parle. Théo est resté silencieux à mes côtés, ses yeux bleus observant Margot avec une intensité déconcertante. J'ai tout raconté. Le thé empoisonné, la révélation de Théo, le microphone dans mon téléphone, les plans de Céline, la complicité de mon fils. Margot a écouté sans m'interrompre une seule fois, son visage devenant de plus en plus grave à mesure que mon histoire progressait. Quand j'ai finalement terminé, elle est restée silencieuse pendant un long moment, digérant tout ce que je venais de lui confier. Puis elle a posé la question que je redoutais. Avais-je des preuves concrètes? J'ai dû admettre que non, pas encore. Tout ce que j'avais était le témoignage d'un enfant de 9 ans qui était censé être muet. Un enfant que personne ne croirait parce que justement, personne ne savait qu'il pouvait parler. Margot a compris le dilemme immédiatement. Elle s'est levée, a marché jusqu'à sa fenêtre qui donnait sur le fleuve et restée là, réfléchissant. Finalement, elle s'est retournée vers moi et a dit quelque chose qui a changé tout. Elle connaissait quelqu'un, un ancien collègue de l'hôpital qui travaillait maintenant comme toxicologue privé. Si je pouvais récupérer un échantillon du thé empoisonné, cet homme pourrait l'analyser et nous dire exactement ce qu'il contenait. Ce serait une preuve tangible, scientifique, indiscutable. Mon cœur a bondi. J'avais versé tout le thé dans l'évier, mais peut-être qu'il restait des résidus dans la tasse. Nous sommes remontés à mon appartement et j'ai récupéré la tasse de porcelaine blanche aux fleurs bleues. Effectivement, au fond, il y avait encore quelques gouttes de liquide ambré séché. Margot l'a soigneusement enveloppée dans du papier journal et l'a placée dans un sac en plastique. Elle m'a promis qu'elle contacterait le toxicologue dès le lendemain matin et qu'elle me tiendrait informée des résultats. Mais elle a également insisté sur quelque chose de crucial. Je devais faire très attention. Si Céline avait vraiment installé des micros dans mon appartement, elle pourrait surveiller tout ce que je faisais et disais. Je devais agir normalement, comme si je ne savais rien. Je devais continuer ma routine habituelle pour ne pas éveiller les soupçons. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je devais prétendre que tout allait bien alors que mon monde s'effondrait autour de moi. Je sortais faire mes courses au marché de Talensac comme d'habitude, saluant les commerçants que je connaissais depuis des années. Je nourrissais les pigeons sur la place Royale. Je prenais mon café à la terrasse du bistrot du coin, regardant les gens passer dans la rue Crébillon. Théo était extraordinaire. Il a repris son rôle de garçon muet avec une perfection troublante. Quand nous étions à l'intérieur de l'appartement, là où les micros pouvaient nous entendre, il communiquait uniquement par gestes. Mais dès que nous sortions pour nos promenades quotidiennes le long du fleuve, loin de toute surveillance, il parlait. Il me racontait des choses sur sa vie à la maison, sur les disputes qu'il entendait entre ses parents, sur la façon dont Céline le traitait quand personne ne regardait.
Il m'a révélé que Céline le négligeait souvent, trop occupée avec ses ambitions professionnelles et ses plans financiers. Que Julien était rarement à la maison, travaillant de longues heures comme ingénieur informatique dans une entreprise technologique. Que Théo passait beaucoup de temps seul, livré à lui-même, développant une capacité d'observation aiguë et une compréhension précoce de la nature humaine que la plupart des enfants n'acquièrent jamais. J'ai appris que le silence forcé de Théo avait été la méthode de contrôle de Céline depuis qu'il était tout petit. Elle l'avait conditionné à croire que s'il parlait, quelque chose de terrible arriverait aux personnes qu'il aimait. C'était une forme de manipulation psychologique sophistiquée et cruelle qui avait transformé mon petit-fils en prisonnier dans sa propre vie. Le mercredi, Margot m'a appelé sur mon téléphone portable, le seul appareil de communication que nous pensions être sûrs. Les résultats étaient revenus du toxicologue. Le thé contenait de la digitaline, un poison dérivé de la digitale pourpre, une plante que l'on trouve couramment dans les jardins français. À forte dose, la digitaline provoque des arythmies cardiaques fatales qui ressemblent exactement aux symptômes d'un infarctus naturel. C'était indétectable dans une autopsie standard, à moins que quelqu'un ne cherche spécifiquement cette substance. Céline avait fait ses recherches. Elle avait choisi un poison qui aurait parfaitement accompli sa mission sans laisser de traces. Si Théo n'avait pas parlé, si je n'avais pas écouté ses avertissements, je serais morte ce samedi-là. Mon corps aurait été découvert. On aurait conclu à une mort naturelle due à mon âge et à mes problèmes cardiaques préexistants. Et personne n'aurait posé de questions. Armée de cette preuve scientifique, j'avais maintenant une base solide. Mais ce n'était pas suffisant. Nous devions encore prouver que c'était Céline qui avait mis le poison dans le thé. Nous devions trouver ce fameux cahier qu'elle gardait caché dans son placard. Et surtout, nous devions le faire avant son retour du croisière, qui était prévu pour le samedi suivant. Théo m'a donné l'adresse de la maison de ses parents dans le quartier de Saint-Donatien. Une belle propriété avec un jardin que Julien et Céline avaient acheté il y a 3 ans grâce à un prêt important. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, toujours en quête de plus de luxe, de plus de statut social. Maintenant, je comprenais d'où venait cette obsession. Céline voulait une vie qu'elle ne pouvait pas se permettre avec un salaire honnête. Elle voulait des raccourcis, et j'étais son raccourci le plus lucratif. Le jeudi matin, pendant que Margot gardait Théo chez elle, je me suis rendue à la maison de mon fils. J'avais encore une clé qu'il m'avait donnée il y a longtemps pour les cas d'urgence. Mes mains tremblaient en déverrouillant la porte d'entrée. Entrer dans cette maison me donnait l'impression de violer quelque chose de sacré, même si techniquement c'était moi la victime ici. L'intérieur était exactement comme je me souvenais. Des meubles modernes et coûteux, des œuvres d'art au mur, tout parfaitement agencé pour donner l'impression de richesse et de bon goût. Je suis montée à l'étage et suis entrée dans la chambre principale. Le lit king size était parfaitement fait, les oreillers disposés avec une précision militaire. Le placard de Céline occupait tout un mur. J'ai ouvert les portes et j'ai été submergée par l'odeur de son parfum. Des dizaines de robes, de chemisiers, de pantalons pendaient sur des cintres. Des étagères étaient remplies de sacs à main de créateurs et de chaussures qui coûtaient probablement plus que ma pension mensuelle. J'ai commencé à chercher systématiquement, déplaçant les vêtements, vérifiant derrière les boîtes à chaussures. C'est alors que je l'ai trouvé. Caché dans une boîte à chaussures Louis Vuitton tout au fond du placard, il y avait un cahier noir à couverture rigide. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de m'évanouir. J'ai pris le cahier avec des mains tremblantes et je l'ai ouvert. Les premières pages contenaient des notes financières, des calculs sur la valeur de mon appartement, des estimations sur mes économies, des projections sur l'héritage que Julien recevrait après ma mort. Puis venait le plan détaillé, les dates, les méthodes, les alibis. Tout était là, écrit de la main soignée de Céline. Elle avait même noté où elle avait acheté la digitaline, un site web sur le dark web accessible uniquement avec des navigateurs spéciaux. Plus troublant encore, il y avait des pages entières sur Théo. Comment elle l'avait entraîné au silence depuis qu'il était bébé? Les menaces qu'elle utilisait pour le contrôler, les punitions qu'elle lui infligeait quand il essayait de parler. En lisant ces passages, mes larmes ont commencé à couler. Mon petit-fils avait souffert d'une manière que je n'avais jamais imaginée, et j'étais restée aveugle à tout cela. Mais ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'était la dernière section du cahier,
Céline avait écrit que si jamais Théo parlait ou si son plan échouait d'une manière ou d'une autre, elle avait un plan B. Elle enverrait Théo dans un internat spécialisé en Suisse, loin de tout le monde, où il ne pourrait jamais révéler ce qu'il savait. Elle était prête à sacrifier son propre fils pour protéger ses secrets. J'ai photographié chaque page du cahier avec mon téléphone portable, puis je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé, en m'assurant que tout dans le placard était exactement comme je l'avais trouvé. Céline ne devait pas savoir que j'avais été là. Pas encore. En sortant de la maison, j'ai remarqué un voisin qui me regardait depuis son jardin. Un homme âgé que je ne connaissais pas. Il m'a fait un signe de la main et je lui ai rendu son salut, essayant de paraître aussi normal que possible. Mon cœur battait la chamade. Et si quelqu'un mentionnait ma visite à Céline quand elle reviendrait? Mais il était trop tard pour m'inquiéter de ça maintenant. J'avais les preuves dont j'avais besoin. De retour chez Margot, j'ai montré les photos à elle et à Théo. Margot a pâli en lisant les passages sur l'empoisonnement. Théo est resté stoïque, comme s'il savait déjà tout ce qui était écrit là. Il a juste murmuré qu'il était content que je sois enfin au courant de tout. Nous avions maintenant 2 types de preuves solides. L'analyse toxicologique du thé et les confessions écrites de Céline dans son cahier. C'était suffisant pour aller à la police. Margot était d'accord. Mais Théo a exprimé une préoccupation importante. Si nous allions à la police maintenant, Céline serait arrêtée sur le bateau de croisière ou à son retour. Mais qu'en serait-il de Julien? Il pourrait prétendre qu'il ne savait rien, qu'il était innocent, et sans preuve directe de sa complicité, il pourrait s'en sortir. Théo voulait que son père assume également ses responsabilités. Il m'a dit qu'il avait entendu des conversations téléphoniques entre Céline et Julien où ils discutaient de mon appartement et de ce qu'ils feraient de l'argent après ma mort. Mais ces conversations n'étaient pas enregistrées. C'était la parole d'un enfant contre celle d'un adulte. C'est alors que j'ai eu une idée risquée mais qui pourrait fonctionner. Nous allions tendre un piège. Nous allions laisser Céline et Julien revenir de leur croisière en pensant que j'étais morte. Nous allions les laisser se montrer tels qu'ils étaient vraiment. Et nous allions enregistrer tout. Margot pensait que c'était trop dangereux, que je jouais avec ma vie, mais j'étais déterminée. Je voulais voir de mes propres yeux et entendre de mes propres oreilles ce que mon fils et ma belle-fille diraient quand ils penseraient que j'étais morte. Je voulais cette confirmation finale avant d'aller à la police. Le vendredi, j'ai mis mon plan en mouvement. J'ai appelé le médecin de famille, le docteur Rousseau, et lui ai dit que je me sentais très mal, que j'avais des douleurs à la poitrine et que j'avais peur d'avoir des problèmes cardiaques. Il m'a demandé de venir immédiatement à son cabinet, mais je lui ai dit que j'étais trop faible pour me déplacer. Pourrait-il venir chez moi? Le docteur Rousseau est arrivé 1 heure plus tard. C'était un homme dans la 50aine, avec des cheveux poivre et sel et des lunettes rondes. Il me connaissait depuis des années et s'occupait de mon mari Philippe avant sa mort. Je lui ai fait confiance suffisamment pour lui révéler une partie de la vérité. Pas tout, mais assez pour obtenir son aide. Je lui ai expliqué que je soupçonnais quelqu'un d'avoir essayé de m'empoisonner et que j'avais besoin de son aide pour faire croire que j'étais morte. Il était sceptique au début, mais quand je lui ai montré l'analyse toxicologique et quelques photos du cahier de Céline, son expression est devenue très sérieuse. Il a accepté de m'aider. Le samedi matin, le jour où Céline et Julien devaient revenir de leur croisière, le docteur Rousseau est venu à mon appartement avec une ambulance. Margot avait emmené Théo faire une longue promenade pour qu'il ne soit pas là. Le médecin m'a installé sur une civière et m'a emmené. Pour quiconque observait depuis les fenêtres de l'immeuble, cela ressemblait à une urgence médicale réelle. Mais au lieu de m'emmener à l'hôpital, l'ambulance m'a conduite à une clinique privée dans la banlieue de Nantes, un établissement où le docteur Rousseau avait des contacts. Là, j'ai été installée dans une chambre confortable où je pouvais me cacher et attendre. Le médecin a signé un certificat de décès provisoire indiquant que j'étais morte d'un infarctus du myocarde. Ce certificat serait utilisé uniquement pour tromper Céline et Julien, pas pour des procédures officielles. Margot a été informée de ma mort et elle a joué son rôle de voisine choquée à la perfection. Elle a même pleuré quand d'autres voisins lui ont demandé ce qui s'était passé. La nouvelle s'est répandue dans l'immeuble. La pauvre Madame Marchand était morte subitement, comme son mari avant elle. Quelle tragédie!
Théo est revenu à l'appartement avec Margot et a dû faire face à la réalité de notre plan. Il savait que je n'étais pas vraiment morte, mais il devait agir comme si j'étais. C'était beaucoup demander à un enfant, mais Théo avait déjà prouvé qu'il était plus fort que la plupart des adultes. Céline et Julien sont rentrés du Cruzeiro en fin d'après-midi. Margot les a interceptés dans le hall de l'immeuble avant qu'ils ne montent à mon appartement. Elle leur a dit la terrible nouvelle. Geneviève était morte. Une crise cardiaque soudaine. C'était tellement inattendu. Théo était avec elle quand c'était arrivé. J'ai tout regardé et écouté grâce à Margot qui portait discrètement un petit micro enregistreur dans sa poche. La réaction de Céline était parfaitement calibrée. Des larmes, des expressions de choc, des mains tremblantes portées à la bouche. Si je ne savais pas la vérité, j'aurais été convaincu de son chagrin sincère. Mais Julien, mon fils a réagi différemment. Il y a eu un bref moment, juste une fraction de seconde, où j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Du soulagement. Puis il s'est ressaisi et a joué son rôle de fils en deuil. Mais ce moment fugace m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il était complice, pleinement et consciemment. Margot leur a dit que Théo était chez elle, qu'il était sous le choc et qu'elle s'occupait de lui. Céline et Julien sont montés à mon appartement pour récupérer leurs affaires et celles de Théo. C'est là que notre véritable piège allait se refermer. Avant de partir pour la clinique, j'avais installé des caméras cachées dans mon appartement avec l'aide de Margot. De petits dispositifs discrets placés stratégiquement dans la salle de séjour, la cuisine et ma chambre. Tout ce que Céline et Julien feraient et diraient serait enregistré. Et ils n'ont pas déçu. À peine 15 minutes après être entrés dans mon appartement, Céline et Julien ont laissé tomber leur masque de deuil. J'ai regardé l'enregistrement en direct depuis mon téléphone portable dans la chambre de la clinique, mon cœur se serrant à chaque seconde qui passait. Céline s'est assise sur mon canapé, celui où j'avais passé tant de soirées à lire et à tricoter, et elle a ri, un rire léger, presque musical, complètement dénué de remords. Elle a dit à Julien que tout s'était déroulé exactement comme prévu, que la vieille idiote avait bu le thé sans se poser de questions, que maintenant, ils étaient libres de commencer leur nouvelle vie. Julien a rejoint sa femme sur le canapé et l'a embrassée. Mon propre fils, celui que j'avais porté dans mon ventre pendant 9 mois, a embrassé la femme qui venait de me tuer. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit qu'il était content que ce soit enfin fini, que j'étais devenu un fardeau, que l'appartement et l'argent leur permettraient enfin de vivre comme ils le méritaient. Céline a sorti son téléphone et a commencé à appeler des agents immobiliers. Elle voulait mettre mon appartement sur le marché immédiatement. Elle parlait de prix de vente, de rénovation qu'il pourrait en faire pour augmenter la valeur. Elle planifiait la vente de ma maison avant même que mon corps soit froid. Puis la conversation a pris un tour encore plus sombre. Julien a demandé à Céline ce qu'ils allaient en faire avec Théo. Céline a répondu sans la moindre hésitation qu'il l'enverrait dans cet internat en Suisse dont elle avait parlé dans son cahier. Loin de tout, où il ne pourrait causer aucun problème. Julien a acquiescé, d'accord avec l'idée d'exiler leur propre fils. Théo n'était pas un enfant pour eux. Il était un inconvénient, un témoin potentiel qu'il fallait neutraliser. Le niveau de cruauté dont ils étaient capables dépassait tout ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était de la sociopathie pure. Céline s'est levée et a commencé à fouiller dans mes affaires. Elle a ouvert les tiroirs de mon bureau, cherchant des documents financiers. Elle a trouvé mes relevés bancaires, mes certificats d'action, le titre de propriété de l'appartement. Elle les a triés méthodiquement, comme une femme d'affaires évaluant des actifs. Julien, pendant ce temps, était au téléphone avec quelqu'un, un avocat apparemment. Ils discutaient de la procédure de succession, de comment accélérer le processus. Il mentionnait que sa mère n'avait pas de testament, ce qui signifiait que tout lui reviendrait automatiquement en tant que fils unique. Il riait en disant ça. Mon fils riait en parlant de mon héritage. J'ai dû éteindre mon téléphone pendant un moment. Je ne pouvais plus regarder. La douleur était trop intense. J'ai pleuré dans cette chambre de clinique stérile, pleuré pour la famille que je pensais avoir, pour le fils que j'avais perdu, non pas à la mort mais à la cupidité,
pour les années d'amour et de sacrifice qui se révélaient être complètement vaines. Margot m'a appelé plus tard dans la soirée. Elle avait récupéré Théo et l'avait ramené chez elle. Céline et Julien étaient allés dîner dans un restaurant chic du centre-ville pour célébrer, même s'ils avaient dit à Margot que c'était pour se changer les idées après le choc de ma mort. Théo allait bien dans les circonstances. Il était incroyablement courageux pour son âge. Le dimanche matin, j'ai continué à surveiller les enregistrements. Céline et Julien sont retournés à mon appartement pour continuer à trier mes affaires. Ils ont commencé à faire des piles, ce qu'ils garderaient, ce qu'ils vendraient, ce qu'ils jetteraient. Mes photos de famille, y compris celles de Julien quand il était enfant, sont allées dans la pile à jeter. Mes livres, mes souvenirs, tout ce qui faisait de cet appartement ma maison, tout était traité comme des déchets encombrants. Céline a trouvé ma collection de bijoux, celle que Philippe m'avait offerte au fil des années. Elle a immédiatement déclaré qu'elle garderait tout. Les boucles d'oreilles en perles que j'avais reçues pour notre 20e anniversaire de mariage, le collier en or avec un pendentif en saphir que Philippe m'avait offert quand Julien était né, même ma simple alliance que je ne portais plus depuis la mort de mon mari. Tout cela appartenait maintenant à Céline dans son esprit. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'était quand elle a trouvé les lettres. Des dizaines de lettres que j'avais écrites à Julien au fil des années, mais que je n'avais jamais envoyées. Des lettres où j'exprimais ma fierté pour lui, mon amour inconditionnel, mes espoirs pour son avenir. Des lettres que j'avais gardées comme des trésors personnels. Céline les a lues à voix haute, se moquant de mon sentimentalisme, de ma naïveté maternelle. Julien riait avec elle. C'était le moment le plus douloureux. Entendre mon fils rire de mon amour pour lui, réaliser qu'il n'avait jamais apprécié mes sacrifices, qu'il les considérait comme acquis, ou pire, comme des faiblesses exploitables. Toutes ces années où je pensais construire un lien indestructible entre nous, j'étais la seule à croire en ce lien. Lundi matin, j'ai contacté un avocat recommandé par le docteur Rousseau. Maître Dubois était une femme dans la quarantaine, spécialisée en droit pénal. Je lui ai montré toutes mes preuves, l'analyse toxicologique, les photos du cahier de Céline, les enregistrements audio et vidéo de leurs conversations dans mon appartement. Maître Dubois a écouté et regardé tout avec une attention professionnelle. Quand j'ai terminé, elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé directement dans les yeux. Elle m'a dit que j'avais un cas solide. Tentative de meurtre pour Céline et probablement complicité pour Julien. Les preuves étaient accablantes. Nous pouvions aller à la police immédiatement. Mais elle m'a aussi averti de quelque chose. Le processus judiciaire serait long et difficile. Je devrais témoigner contre mon propre fils. Je devrais revivre toute cette douleur en public. Et même avec toutes ces preuves, il y avait toujours une petite chance que les avocats de la défense trouvent des failles techniques qui pourraient réduire les charges ou les peines. J'ai réfléchi à ces paroles pendant toute la journée. Étais-je prête à détruire complètement ce qui restait de ma famille? Théo n'aurait plus de parents. Il deviendrait orphelin de facto. Et moi, j'aurais à porter le poids de cette décision pour le reste de ma vie. Mais alors je me suis souvenu des mots de Théo quand il m'avait révélé la vérité. Il m'avait dit qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Qu'il préférait affronter n'importe quelle conséquence plutôt que de laisser sa mère me faire du mal. Mon petit-fils de 9 ans avait eu plus de courage moral que moi. Si lui pouvait être si brave, comment pouvais-je être moins? Le mardi, Margot m'a informé que Céline avait commencé les démarches pour organiser mes funérailles. Elle avait choisi le crématorium le moins cher, la cérémonie la plus simple possible. Pas de fleurs, pas de réception après. Juste une incinération rapide et efficace. Même dans la mort, Céline voulait économiser de l'argent sur moi. Cette information a renforcé ma résolution. J'ai appelé Maître Dubois et lui ai dit d'aller de l'avant. Nous allions à la police. Le mercredi matin, accompagné de mon avocate, je me suis présenté au commissariat central de Nantes. L'officier de service a été visiblement choqué de me voir. Les nouvelles de ma mort s'étaient répandues dans le quartier et il avait été informé par mes voisins. J'ai expliqué que les rapports de ma mort étaient grandement exagérés. Puis j'ai raconté toute l'histoire à la police, montré toutes mes preuves. 2 inspecteurs ont été assignés à l'affaire. L'inspecteur Moreau, un homme dans la cinquantaine avec des cheveux gris et une moustache,
et l'inspectrice Laurent, une femme plus jeune avec des yeux perçants et un air déterminé. Ils ont pris mon témoignage pendant des heures. Ils ont examiné chaque preuve, posé des centaines de questions. Ils voulaient s'assurer que tout était légal, que nous n'avions pas violé de loi en obtenant ces preuves. Maître Dubois a expliqué que les enregistrements faits dans mon propre appartement étaient légaux puisque c'était ma propriété. Les photos du cahier étaient plus délicates, mais comme j'avais techniquement encore une clé légale de la maison de mon fils, il y avait des arguments pour leur admissibilité. Les inspecteurs ont décidé d'agir rapidement. Ils ne voulurent pas risquer que Céline et Julien découvrent que j'étais vivante et qu'ils fuient. Un mandat d'arrêt a été émis immédiatement. L'opération était prévue pour le jeudi matin. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je pensais à Théo. Comment réagirait-il quand ses parents seraient arrêtés? Margot m'avait assuré qu'elle resterait avec lui, qu'elle le soutiendrait pendant cette épreuve. Mais pouvais-je vraiment lui infliger ça? Le priver de ses parents, même s'ils étaient terribles? Puis je me suis rappelé quelque chose que Théo m'avait dit quelques jours plus tôt. Il m'avait dit qu'il se sentait plus en sécurité et plus aimé pendant cette semaine avec moi et Margot qu'il ne s'était senti pendant toute sa vie avec ses parents. Il m'avait dit que si ses parents partaient, il espérait pouvoir rester avec moi. Que je pouvais être sa vraie famille. Ces mots m'ont donné la force de continuer. Je ne faisais pas ça par vengeance. Je le faisais pour protéger Théo. Pour lui donner une chance d'avoir une vraie vie. Une vie où il ne serait pas manipulé et abusé psychologiquement. Une vie où il pourrait parler librement, être lui-même, grandir dans l'amour au lieu de la peur. Le jeudi matin à 6 heures, la police a frappé à la porte de la maison de mon fils. Céline et Julien ont été réveillés et arrêtés dans leur lit. Les accusations ont été lues. Tentative de meurtre avec préméditation pour Céline, complicité de tentative de meurtre pour Julien. Ils ont été menottés et emmenés au commissariat sous le regard horrifié des voisins. La perquisition de la maison a révélé encore plus de preuves. Le cahier noir était toujours dans le placard de Céline, exactement où je l'avais trouvé. Ils ont aussi trouvé des emails entre Céline et son contact sur le dark web, des recherches internet sur la digitaline et ses effets, et même un deuxième téléphone que Céline utilisait pour ses communications criminelles. J'étais au commissariat quand ils ont été amenés pour interrogatoire. Je suis resté dans une salle d'observation avec les inspecteurs, regardant à travers une vitre sans teint. Céline a maintenu son innocence au début, prétendant que le cahier était de la fiction, qu'elle écrivait un roman policier. Mais confrontée aux enregistrements audio et vidéo de ses conversations avec Julien après ma supposée mort, elle n'a plus pu nier. Julien, lui, a essayé de rejeter toute la faute sur Céline. Il a prétendu qu'il ne savait rien du poison, que Céline avait agi seule. Mais les enregistrements prouvèrent le contraire. On l'entendait clairement discuter de l'héritage, célébrer ma mort, planifier l'avenir avec l'argent qu'il penserait obtenir. Il était complice, et les preuves étaient irréfutables. À un moment, pendant son interrogatoire, Julien a demandé à me voir. Les inspecteurs m'ont demandé si je voulais lui parler. J'ai hésité. Une partie de moi voulait entendre ce qu'il avait à dire, voir s'il exprimerait des remords. Mais une autre partie savait que ce serait trop douloureux. Finalement, j'ai refusé. Céline et Julien ont été officiellement inculpés et placés en détention provisoire en attendant leur procès. Le juge a considéré qu'ils représentaient un risque de fuite et un danger pour les témoins, donc pas de libération sous caution. Ils resteraient en prison jusqu'au procès. Quand je suis sorti du commissariat ce jeudi après-midi, je me suis senti épuisé, mais aussi étrangement soulagé. C'était fini. La menace était neutralisée. Je pouvais rentrer chez moi, dans mon appartement, et recommencer à vivre sans peur. Margot m'attendait dehors avec Théo. Mon petit-fils a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Il pleurait, mais c'était des larmes de soulagement. Il m'a murmuré qu'il m'aimait, que j'étais la personne la plus courageuse qu'il connaissait. Je l'ai tenu contre moi, sentant son petit corps trembler, et j'ai promis que tout irait bien maintenant, que nous étions en sécurité, que nous étions ensemble. Les jours suivants ont été un tourbillon de procédures légales et de démarches administratives. J'ai dû faire une demande officielle pour obtenir la garde temporaire de Théo. Avec ses parents en prison, il n'avait personne d'autre. Les services sociaux ont fait une évaluation et, compte tenu des circonstances,
Ils ont approuvé rapidement ma demande. Théo a emménagé officiellement dans mon appartement. Nous avons transformé la chambre d'amis en sa chambre. Margot nous a aidés à acheter des meubles neufs, des jouets, des vêtements. Pour la première fois de sa vie, Théo avait un espace qui était vraiment à lui, décoré selon ses goûts, rempli de choses qu'il aimait. Le changement en lui était remarquable. En l'espace de quelques semaines, il est passé d'un enfant silencieux et replié sur lui-même à un garçon joyeux et bavard. Il parlait constamment, comme s'il rattrapait 9 années de silence forcé. Il posait des questions sur tout, racontait des histoires, riait aux éclats. C'était magnifique de le voir s'épanouir. Nous avons aussi commencé une thérapie ensemble. Un psychologue spécialisé dans les traumatismes infantiles nous a aidés à traiter ce que nous avions vécu. Théo avait besoin de parler de la manipulation psychologique qu'il avait subie, de comprendre que rien de tout cela n'était sa faute. Et moi, j'avais besoin d'apprendre à faire mon deuil du fils que je pensais avoir et à accepter la réalité de qui il était vraiment devenu. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard, en septembre. Le palais de justice de Nantes était bondé. L'affaire avait attiré beaucoup d'attention médiatique. Une belle fille qui essaie d'empoisonner sa belle-mère pour l'héritage, un fils complice, un petit-fils courageux qui sauve sa grand-mère. C'était le genre d'histoire qui fascinait le public. J'ai dû témoigner. Monter à la barre et raconter toute l'histoire devant une salle pleine d'étrangers était terrifiant. Mais j'avais Théo dans le public, assis entre Margot et le docteur Rousseau. Chaque fois que je me sentais faiblir, je regardais mon petit-fils et je trouvais la force de continuer. Céline et Julien étaient assis côte à côte au banc des accusés. Céline gardait un visage impassible, froide et calculatrice jusqu'à la fin. Mais Julien... Mon fils ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il fixait le sol, les épaules voûtées, l'image même de la défaite. Les avocats de la défense ont essayé différentes stratégies. Ils ont tenté de discréditer le témoignage de Théo en soulignant son jeune âge. Ils ont questionné la légalité de certaines preuves. Ils ont même suggéré que j'avais monté toute cette affaire pour me venger de problèmes familiaux antérieurs. Mais les preuves étaient trop solides. Le cahier de Céline, l'analyse toxicologique, les enregistrements audio et vidéo. Tout s'assemblait pour former un cas inattaquable. Le procès a duré 2 semaines. Finalement, le jury s'est retiré pour délibérer. Nous avons attendu pendant 8 heures angoissantes. Quand ils sont revenus, le verdict était unanime. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Céline a été condamnée à 20 ans de prison pour tentative de meurtre avec préméditation. Julien a reçu 12 ans pour complicité. Le juge a été particulièrement sévère dans ses remarques, soulignant la froideur et le calcul derrière leurs actions, ainsi que l'abus psychologique infligé à Théo pendant des années. Quand les sentences ont été prononcées, j'ai ressenti un mélange d'émotions complexes. Du soulagement que justice soit faite, de la tristesse pour la famille que nous aurions pu être, et quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié pour Julien, qui avait gâché sa vie par pure cupidité. Après le verdict, Julien a demandé à me parler une dernière fois avant d'être emmené pour purger sa peine. Cette fois, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans une petite salle du palais de justice, un officier présent pour superviser. Julien s'est assis en face de moi et, pour la première fois depuis le début de cette horrible affaire, il a pleuré. De vraies larmes, pas les larmes calculées qu'il avait montrées en apprenant ma fausse mort. Il m'a dit qu'il était désolé, que quelque part en chemin, il avait perdu son âme, que Céline l'avait changé, mais qu'au fond, il savait que c'était sa propre faiblesse qui l'avait conduit là. Il m'a demandé si je pouvais lui pardonner. J'ai regardé cet homme qui était autrefois mon petit garçon, ce fils que j'avais tant aimé, et j'ai réalisé que je ne savais pas comment répondre. Le pardon n'était pas quelque chose qui pouvait venir facilement après une telle trahison. Mais peut-être qu'avec le temps, avec beaucoup de temps, je pourrais trouver un moyen de faire la paix avec tout cela. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, que je ne pouvais pas lui donner le pardon qu'il cherchait maintenant, mais que peut-être, un jour, nous pourrions trouver un chemin vers une forme de réconciliation. Pas une relation parent-enfant comme avant, ça ne serait jamais possible, mais peut-être quelque chose de différent, quelque chose de plus honnête. Julien a hoché la tête, acceptant ma réponse. Puis, il m'a demandé des nouvelles de Théo.
Comment allait son fils? Je lui ai dit la vérité, que Théo s'épanouissait, qu'il parlait maintenant librement, qu'il allait à l'école, qu'il avait des amis, qu'il était heureux d'une manière qu'il n'avait jamais été avant. Julien a souri tristement. Il m'a dit qu'au moins quelque chose de bon était sorti de tout ce désastre, que son fils avait échappé au cycle toxique dans lequel lui-même était tombé. Puis il m'a demandé si Théo voulait le voir. J'ai dû lui dire que non, que Théo avait besoin de temps aussi. Peut-être qu'un jour, quand il serait plus vieux, il déciderait d'établir un contact avec son père. Mais pour l'instant, il avait besoin de guérir. Notre conversation s'est terminée là. Julien a été emmené, et je suis sortie du palais de justice en sachant que c'était probablement la dernière fois que je le verrais pendant de nombreuses années. C'était une fin étrange, ni satisfaisante, ni complètement douloureuse, juste. Définitive. 2 ans ont passé depuis le procès. Théo a maintenant 11 ans et il est méconnaissable par rapport au petit garçon silencieux qu'il était. Il va à l'école primaire Victor Hugo, à quelques rues de notre appartement. Il est un élève brillant, particulièrement doué en mathématiques et en sciences. Ses professeurs disent qu'il a un esprit analytique remarquable, probablement développé pendant toutes ces années où il devait observer et analyser son environnement sans pouvoir communiquer verbalement. Il a aussi des amis, de vrais amis, Lucas et Emma, 2 enfants de sa classe qui viennent souvent jouer à l'appartement. Voir Théo rire et courir avec eux, entendre leur voix remplir les pièces qui étaient autrefois si silencieuses, c'est un cadeau que je ne tiens jamais pour acquis. Margot est devenue une partie essentielle de notre petite famille. Elle passe presque tous les jours chez nous, soit pour prendre le café le matin, soit pour dîner le soir. Elle est devenue la grand-mère honoraire de Théo, celui qu'il appelle affectueusement Mamie Margot. Elle l'aide avec ses devoirs, lui apprend à cuisiner des recettes traditionnelles françaises, lui raconte des histoires de sa carrière d'infirmière. Moi, j'ai découvert une nouvelle raison de vivre. Élever Théo m'a donné un but que je n'avais plus depuis la mort de Philippe. Chaque matin, je me réveille en sachant que quelqu'un a besoin de moi, compte sur moi, même inconditionnellement. C'est à la fois épuisant et merveilleux. À mon âge, je pensais que mes années de maternité active étaient terminées, mais la vie m'a donné une seconde chance. Nous avons établi de nouvelles traditions ensemble. Chaque dimanche, nous allons au marché de Talensac ensemble, Théo m'aidant à choisir les légumes et le poisson pour la semaine. Nous nous promenons ensuite le long de la Loire, nourrissant les canards et regardant les bateaux passer. En été, nous prenons le bus jusqu'à la plage de la Baule et passons la journée à construire des châteaux de sable et à nager dans l'océan Atlantique. Théo a commencé à prendre des cours de piano. Il a un talent naturel pour la musique et sa professeure dit qu'il pourrait devenir vraiment bon s'il continue à pratiquer. Le soir, j'aime m'asseoir dans le salon et l'écouter jouer. Les notes qui s'élèvent du piano remplissent l'appartement d'une beauté qui efface les souvenirs douloureux du passé. Nous avons aussi déménagé tous les meubles. Je ne pouvais pas continuer à vivre entouré d'objets qui me rappelaient constamment ce qui s'était passé. Nous avons donné le vieux canapé où Céline s'était assise en célébrant ma mort. Nous avons remplacé les tapis, les rideaux, même les lampes. L'appartement ressemble maintenant à un endroit complètement nouveau, un espace qui nous appartient vraiment à Théo et à moi. J'ai aussi reçu des lettres de Julien depuis la prison. Au début, je ne les ouvrais pas. Je les mettais dans un tiroir et les oubliais. Mais après environ 1 an, j'ai commencé à les lire. Elles étaient remplies de remords et de réflexions sur ce qu'il avait fait. Julien suivait une thérapie en prison, travaillant avec un psychologue pour comprendre comment il en était arrivé à faire des choix aussi terribles. Il n'excusait pas ses actions. Il ne cherchait pas à minimiser sa responsabilité. Il reconnaissait pleinement la gravité de ce qu'il avait fait et l'impact que cela avait eu sur moi et sur Théo. Cette honnêteté brutale était quelque chose de nouveau venant de lui. Pendant toute sa vie adulte, Julien avait toujours trouvé des moyens de justifier ses comportements égoïstes. Maintenant, pour la première fois, il prenait pleine responsabilité. J'ai commencé à lui écrire en retour. Pas souvent, peut-être une lettre tous les 2 ou 3 mois. Je lui racontais comment Théo allait, les progrès qu'il faisait à l'école, les petites victoires quotidiennes.
Je pensais que Julien méritait au moins de savoir que son fils était heureux et en sécurité, même s'il ne pouvait pas être là pour le voir. Céline, par contre, n'a jamais exprimé le moindre remords. Selon les rapports de la prison, elle maintient toujours qu'elle ne voulait pas vraiment me tuer, que c'était juste un plan qu'elle n'aurait jamais exécuté. Elle refuse de participer à toute thérapie et reste convaincue qu'elle est la vraie victime dans cette histoire. Théo n'a aucun intérêt à la contacter, et franchement, je ne l'encourage pas à le faire. L'histoire a aussi eu des répercussions inattendues. Après que les médias aient couvert le procès, j'ai commencé à recevoir des lettres d'autres personnes âgées à travers la France qui avaient vécu des situations similaires. Des grands-parents dont les familles les exploitaient financièrement. Des parents âgés dont les enfants attendaient impatiemment leur mort pour hériter. Des histoires qui brisèrent le cœur et qui montraient à quel point ce problème était répandu. Avec l'aide de Margot et de quelques autres bénévoles, j'ai créé un groupe de soutien pour les personnes âgées, victimes d'abus financiers ou émotionnels de la part de leur famille. Nous nous réunissons une fois par semaine dans une salle communautaire du quartier. Nous partageons nos histoires, nous nous conseillons mutuellement. Nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. Ce groupe est devenu quelque chose d'important pour moi. Transformer ma douleur en quelque chose qui peut aider les autres donne un sens à tout ce que j'ai traversé. Si mon histoire peut empêcher même une seule personne de devenir victime comme j'aurais pu l'être, alors peut-être que tout cela n'aura pas été complètement en vain. Théo m'a aussi aidé à créer une petite fondation. Nous l'avons appelée « La Voix de Théo », en l'honneur du courage qu'il a montré en brisant son silence. La fondation aide les enfants qui sont victimes de manipulations psychologiques ou d'abus émotionnels de la part de leurs parents. Nous offrons des services de thérapie gratuits, un soutien juridique et même un refuge temporaire pour les enfants qui doivent être retirés de situations dangereuses. Financer la fondation nécessitait de l'argent et, ironiquement, c'est l'héritage de Philippe qui nous a permis de le faire. Les actions qu'il avait achetées il y a des années, celles-là même que Céline convoitait tant, sont devenues notre moyen de faire du bien dans le monde. Philippe aurait aimé ça. Il était toujours généreux, toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Un après-midi de printemps, presque exactement 3 ans après que Théo m'ait révélé la vérité sur le thé empoisonné, nous étions assis ensemble sur notre balcon. Les fleurs de cerisier dans la cour de l'immeuble étaient en pleine floraison, créant un océan de pétales roses et blancs. Théo lisait un livre de science-fiction pendant que je tricotais une écharpe. Soudain, il a levé les yeux de son livre et m'a demandé si je regrettais ce qui s'était passé. Si je préférerais ne jamais avoir découvert la vérité. Vivre dans l'ignorance heureuse de qui étaient vraiment Céline et Julien. C'était une question profonde, le genre de question philosophique qui montre à quel point Théo est devenu mature pour son âge. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Bien sûr que je regrettais la douleur, bien sûr que je souhaitais avoir eu une vraie famille aimante. Mais si je n'avais jamais découvert la vérité, je serais morte. Théo aurait été envoyé dans cet internat en Suisse, séparé de tout ce qu'il connaissait. Céline et Julien auraient pu continuer leur vie sans jamais faire face aux conséquences de leurs actions. Non, je ne regrettais pas de savoir la vérité. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge. La vérité nous donne la possibilité de faire de vrais choix, de vivre authentiquement, de construire quelque chose de significatif sur des fondations solides plutôt que sur du sable mouvant. J'ai dit tout cela à Théo. Il a hoché la tête lentement, absorbant mes paroles. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Il m'a dit qu'il était reconnaissant que tout se soit passé exactement comme ça s'était passé. Parce que maintenant, il avait une vraie grand-mère qu'il aimait pour qui il était vraiment. Parce que maintenant, il pouvait parler librement et être lui-même. Parce que maintenant, il savait ce qu'était le vrai amour familial. Cette conversation sur le balcon est devenue un moment déterminant pour nous deux. C'était le moment où nous avons officiellement arrêté de regarder en arrière avec regret et avons commencé à regarder en avant avec espoir. Le passé faisait partie de notre histoire, mais il ne définissait plus notre avenir. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Julien qui était différente des autres. Il m'informait que lui et Céline divorçaient. Après 2 ans en prison, ils avaient finalement admis que leur mariage était construit sur de mauvaises bases. Céline avait trouvé un avocat
et lançait la procédure. Julien ne s'y opposait pas. Dans sa lettre, Julien posait aussi une question qui me surprenait. Il demandait si, éventuellement, quand il sortirait de prison dans 10 ans, il pourrait avoir la permission de rencontrer Théo. Pas pour reprendre un rôle parental, il comprenait que ce navire avait définitivement quitté le port. Mais peut-être juste pour avoir une conversation, pour s'excuser directement, pour laisser Théo poser toutes les questions qu'il pourrait avoir. J'ai montré la lettre à Théo. C'était à lui de décider. Je ne voulais pas le forcer dans aucune direction. Théo a lu la lettre plusieurs fois, puis il a mis plusieurs jours à réfléchir. Finalement, il m'a dit qu'il pensait qu'il aimerait rencontrer son père un jour, mais pas tout de suite. Peut-être quand il serait plus vieux, peut-être quand il aurait eu le temps de traiter complètement tout ce qui s'était passé. Peut-être alors. J'ai écrit à Julien pour lui communiquer la décision de Théo. Je lui ai dit que la porte n'était pas fermée, mais qu'il devait être patient. Qu'il devait utiliser son temps en prison pour vraiment changer, pour devenir quelqu'un digne de rencontrer son fils un jour. Que les secondes chances existaient, mais qu'elles devaient être méritées, pas simplement attendues. Le printemps est devenu été, puis automne, puis hiver. Les saisons tournaient, chacune apportant ses propres joies et défis. Théo a grandi, passant de 11 à 12 ans. Il est devenu plus grand, sa voix a commencé à changer. Je voyais les premières traces de l'homme qu'il allait devenir, et j'étais fière de ce que je voyais. Nous avons célébré son 12e anniversaire avec une grande fête dans notre appartement. Tous ses amis de l'école étaient là, ainsi que Margot, le docteur Rousseau, maître Dubois, et même certains membres du groupe de soutien que j'avais créé. L'appartement était rempli de rires, de musique et de vie. C'était exactement le genre de célébration que tous les enfants méritent, mais que Théo n'avait jamais eu avant. Pendant la fête, alors que je regardais Théo souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire entouré de gens qu'il aimait vraiment, j'ai réalisé quelque chose. Nous avions non seulement survécu à la trahison et à la tentative de meurtre, mais nous avions prospéré, malgré tout. Nous avions pris quelque chose de terrible et l'avions transformé en quelque chose de beau. La famille que Théo et moi avons créée ensemble n'est peut-être pas conventionnelle. Elle est composée d'une grand-mère et de son petit-fils, avec une voisine bienveillante comme grand-mère adoptive. Mais c'est une vraie famille, construite sur l'amour authentique, le respect mutuel et la confiance. C'est le genre de famille que l'argent ne peut pas acheter et que la cupidité ne peut pas détruire. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière sur tout ce qui s'est passé, je vois une histoire qui m'a appris des leçons précieuses. J'ai appris que l'amour familial ne peut pas être tenu pour acquis, qu'il doit être continuellement nourri et protégé. J'ai appris que même les gens que nous aimons le plus peuvent nous décevoir profondément, mais que cela ne signifie pas que nous devons perdre notre capacité à aimer. J'ai appris que le courage peut venir des endroits les plus inattendus, même d'un enfant de 9 ans qui décide de briser des années de silence pour sauver sa grand-mère. Mais plus important encore, j'ai appris que la famille n'est pas seulement définie par le sang. Elle est définie par qui se présente pour vous, qui vous protège, qui vous aime, sans condition. Par cette définition, Théo et moi sommes exactement ce que nous sommes censés être, une famille. Et Margot, le docteur Rousseau et tous ceux qui nous ont soutenus pendant notre épreuve font également partie de cette famille élargie. Les cicatrices de cette expérience ne disparaîtront jamais complètement. Il y a encore des nuits où je me réveille d'un cauchemar, revivant le moment où j'ai réalisé que mon propre fils voulait ma mort. Il y a encore des moments où je vois quelque chose qui me rappelle Julien quand il était enfant, et une vague de tristesse me submerge pour le jeune homme plein de potentiel qu'il était autrefois. Mais ces moments deviennent de plus en plus rares. Ils sont remplacés par de nouveaux souvenirs, de meilleurs souvenirs. Le son du rire de Théo résonnant dans l'appartement. Nos promenades du dimanche le long du fleuve. Les dîners en famille avec Margot. Les réunions de notre groupe de soutien où nous transformons notre douleur en force collective. Les événements de la Fondation La Voix de Théo, où nous voyons directement l'impact positif de notre travail. Un soir récent, alors que Théo et moi regardions le coucher de soleil depuis notre balcon, il m'a posé une dernière question importante. Il m'a demandé si je croyais que les gens pouvaient vraiment changer. Si Julien pouvait devenir quelqu'un de différent pendant son temps en prison. Si, dans 10 ans,
Quand il sortirait, il pourrait être quelqu'un que Théo voudrait connaître. C'était une question difficile, chargée d'espoir et de peur. Je lui ai dit ce que je croyais vraiment, que oui, les gens peuvent changer, mais seulement s'ils le veulent vraiment. Que le changement authentique nécessite plus que du temps, il nécessite une volonté de faire le travail difficile, de confronter ses propres défauts et de construire de nouvelles façons d'être. Que Julien montrait des signes prometteurs dans ses lettres, mais que seul le temps nous dirait si ce changement était réel et durable. Théo a réfléchi à cela, puis il a dit quelque chose d'une sagesse remarquable pour quelqu'un de son âge. Il a dit qu'il espérait que son père changerait, non pas pour lui-même, mais pour que Julien puisse trouver la paix. Que porter la culpabilité de ce qu'il avait fait devait être un fardeau terrible, et que personne ne méritait de vivre avec ce poids pour toujours. Cette capacité de Théo à ressentir de la compassion même pour ceux qui lui avaient fait du mal était quelque chose de vraiment spécial. Cela me donnait de l'espoir pour l'avenir, pas seulement notre avenir personnel, mais l'avenir de l'humanité. Si un enfant qui avait été si cruellement manipulé pouvait encore trouver la capacité de pardonner, alors peut-être qu'il y avait de l'espoir pour nous tous. Alors que le soleil disparaissait complètement derrière l'horizon et que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de Nantes, je tenais la main de Théo et je me sentais profondément reconnaissante. Reconnaissante d'être en vie, reconnaissante d'avoir ce garçon extraordinaire dans ma vie, reconnaissante pour Margot et tous ceux qui nous avaient soutenus. Et oui, même reconnaissante pour l'épreuve que nous avions traversée, car elle nous avait menés exactement là où nous devions être. La vie ne se déroule pas toujours comme nous le planifions. Parfois, elle nous jette des courbes terribles que nous ne voyons jamais venir. Mais ce sont souvent ces moments de plus grande obscurité qui révèlent notre plus grande force. Ils nous montrent de quoi nous sommes vraiment capables quand nous sommes poussés à nos limites. Et ils nous donnent l'opportunité de reconstruire nos vies sur des fondations plus solides, plus authentiques que celles que nous avions avant. Mon histoire a commencé avec une trahison qui aurait pu me détruire. Elle s'est transformée en un voyage de découverte, de courage et finalement de rédemption. Pas la rédemption de ceux qui m'ont fait du mal, mais ma propre rédemption. La rédemption de ma foi dans la bonté humaine. La rédemption de ma capacité à aimer et à faire confiance, même après avoir été si profondément blessé. Et maintenant, alors que je m'approche de mes dernières années, je le fais avec un sentiment de paix que je n'aurais jamais cru possible il y a 3 ans. Je sais qui je suis. Je sais qui sont les gens importants dans ma vie. Et je sais que quoi qu'il arrive ensuite, Théo et moi l'affronterons ensemble, avec le même courage qui nous a permis de survivre à notre plus sombre heure. Pour ceux qui m'écoutent et qui traversent peut-être leur propre épreuve familiale, je veux que vous sachiez ceci. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La trahison fait mal d'une manière que peu de choses peuvent égaler, surtout quand elle vient de ceux que nous aimons le plus. Mais vous pouvez survivre, vous pouvez reconstruire, et vous pouvez trouver le bonheur de l'autre côté, même si cela semble impossible maintenant. N'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas honte d'admettre que vous avez été blessé. Et surtout, n'abandonnez jamais votre capacité à aimer, car c'est ce qui nous rend vraiment humains. L'amour peut être la source de notre plus grande douleur, mais c'est aussi notre plus grande force et notre plus grande joie. Ma vie n'est pas parfaite. Je porte toujours les cicatrices de ce qui s'est passé. Il y a encore des jours difficiles, mais je suis entourée de gens qui m'aiment vraiment. J'ai un but qui me donne un sens, et j'ai l'immense privilège de regarder Théo grandir et devenir l'homme remarquable qu'il est destiné à être. Et franchement, après tout ce que nous avons traversé, c'est plus que suffisant. C'est plus que je n'aurais jamais pu espérer. C'est une vie qui vaut la peine d'être vécue, pleinement et avec gratitude chaque jour qui reste. Alors oui, mon étau de 9 ans a parlé pour la première fois ce jour-là, et ces mots ont sauvé ma vie. Mais ce n'était que le début de l'histoire. La vraie histoire est celle de ce qui s'est passé ensuite. Comment nous avons pris cette révélation terrifiante et l'avons transformée en quelque chose de beau. Comment nous avons trouvé notre chemin vers la lumière à travers les ténèbres. Et comment nous continuons, jour après jour, à construire une vie basée sur l'amour authentique plutôt que sur les mensonges et la manipulation. C'est notre histoire, c'est ma vérité,
Et je la partage dans l'espoir qu'elle peut apporter du réconfort, de l'inspiration ou simplement la connaissance que vous n'êtes pas seul, peu importe ce que vous traversez. Nous sommes tous dans cette vie ensemble, naviguant ces complexités du mieux que nous pouvons. Et parfois, simplement savoir que quelqu'un d'autre a survécu à quelque chose de similaire peut faire toute la différence. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir permis de partager mon histoire avec vous. Et si vous vous retrouvez face à votre propre trahison, à votre propre tasse de thé empoisonnée métaphorique, rappelez-vous, vous avez la force de survivre. Vous avez le courage de reconstruire. Et de l'autre côté, attend une vie qui pourrait être différente de celle que vous aviez imaginée, mais qui peut être tout aussi belle, voire plus. Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse de réaliser que ceux pour qui vous avez tout sacrifié ne vous voient plus comme une personne, mais comme un obstacle? Cette sensation de devenir invisible aux yeux de votre propre famille, d'être réduite à ce que vous possédez plutôt qu'à ce que vous êtes. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment portent peut-être des cicatrices semblables, des trahisons qui ne se voient pas mais qui pèsent lourd sur le cœur. Si mon histoire résonne en vous, si elle touche une blessure ancienne ou vous rappelle votre propre combat, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire en me disant ce que vous auriez fait dans cette situation. Et dites-moi aussi d'où vous m'écoutez en ce moment. Êtes-vous seul chez vous, dans votre salon, cherchant un peu de compagnie dans ces récits qui nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos épreuves? Vos mots, vos réflexions et même vos propres histoires m'apportent un réconfort immense et me rappellent pourquoi je partage ce témoignage avec vous. Chaque commentaire que vous laissez crée un fil invisible entre nous, une communauté de femmes qui se comprennent sans avoir besoin de s'expliquer. Et si vous voulez connaître la suite de mon histoire, si vous voulez savoir comment j'ai réussi à affronter Céline et Julien, comment Théo et moi avons trouvé notre chemin vers la justice et la paix, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que vous venez d'entendre n'est que le début. Et je vous promets que les chapitres suivants vont vous montrer qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa propre vie, même quand tout semble perdu. Vous méritez de connaître la fin de cette histoire, tout comme vous méritez d'être entouré de personnes qui vous valorisent vraiment.